Bonjour à tous. Alors je voulais d'abord remercier les organisateurs, dont Lina, mais elle est co-auteure. Donc vous voyez qu'elle avait pas mal de boulot parce qu'elle avait la présentation à préparer aussi. Donc merci en tout cas à l'organisation pour avoir proposé que ce sujet puisse être présenté pour le compte du CFMS. Donc je vais vous parler de l'utilisation, alors ce sera un aperçu, mais de l'utilisation de l'intelligence artificielle en géotechnique. L'idée, vous verrez, vous ne sortirez pas sachant les tenants et aboutissants des réseaux de neurones ou vraiment des détails techniques. Mais l'idée, c'est de vous proposer un aperçu de ce qu'on peut imaginer pour les quelques années à venir et les grandes tendances qu'on peut observer autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle en géotechnique. Bon, ça marche en plus. Alors, j'espère que vous voyez assez bien. Les deux transparents que vous voyez à gauche ici, c'est des transparents que j'avais présentés il y a quelques années, en 2019, à Solscope, à l'édition qui était à Marseille. Et j'avais mis deux transparents sur des utilisations de l'intelligence artificielle en géosciences. Dans la partie supérieure, vous voyez alors ça venait d'un article qui est cité en dessous, mais c'était l'utilisation sur la base de ce qui existe pour l'intelligence artificielle sur la reconnaissance d'images et l'évolution notamment des prédictions d'évolution des images, on va dire. C'est basé sur des vidéos, par exemple, pour pouvoir prédire le climat, ou en tout cas les évolutions des masses nuageuses ou des choses comme ça, par exemple. Et en dessous, c'était une application plus concrète sur... alors, je ne vous dis pas le nom de l'industriel, je vous le dirai juste après, mais un industriel qui a des champs d'éoliennes et qui voulait pouvoir vendre plus cher l'énergie en ayant une bonne vision de la météo et donc l'énergie qui pouvait être produite quelques jours après. L'idée, c'est que si vous vendez de l'électricité à quelques jours en avance, mais en sachant mieux que vous êtes capable de la vendre réellement, et que ce n'est pas une promesse, parce que sur de l'éolien, il faut s'engager. Donc si vous avez une meilleure certitude, vous pouvez vendre l'électricité beaucoup plus cher. Et donc vous avez le gain en dessous, et il y a juste par des petits algos d'IA, ils avaient 20% d'augmentation de valeur de leur prix de vente et du retour sur l'entreprise. Et donc cette même boîte vient de publier un article dans Science, il y a 2-3 semaines. Et donc ça, c'est la partie qui est à droite du transparent. Et vous avez un algo, alors pour le coup, ce n'est pas un petit algo, c'est énorme, c'est 27 millions de paramètres. C'est un algorithme qui est capable de prédire le climat à 10 jours, qui performe, donc ils ont discrétisé la planète tout entière, avec des mailles au niveau de l'équateur qui sont de 28 km par 28 km, donc une résolution qui n'est pas trop mal. Discrétisation dans l'épaisseur de l'atmosphère sur 13 couches, et vous avez une prédiction qui bat le meilleur algo déterministe, le meilleur modèle déterministe, dans 90% des cas, et dans 99,7% des cas si vous enlevez les couches de la troposphère. Alors on peut se dire que l'algo s'est débrouillé pour prédire correctement en moyenne, mais ce n'est pas le cas, parce que si on regarde dans le détail, l'algorithme il est meilleur sur la prédiction des trajectoires des cyclones, il est meilleur sur la prédiction des rivières atmosphériques, c'est des grandes masses de transfert d'humidité dans l'atmosphère et qui amènent des quantités de pluviométrie très importantes, et meilleur aussi sur la prédiction des extrémas de température. Voilà, donc tout ça pour dire que l'évolution entre le 2019 et puis là, il y a 2 semaines, elle est colossale. Est-ce que vous avez une idée de l'entreprise qui est derrière ça? Est-ce que c'est des climatologues? Est-ce que... Hein? Non. Voilà, c'est un GAFA, effectivement, et c'est Google. Ouais. C'est Google DeepMind qui est derrière les deux, les éoliennes. Ils ont des champs d'éoliennes. Ils produisent de l'énergie pour leurs serveurs et des barrages. Enfin, ils sont producteurs d'énergie. Et puis, c'est eux qui sont derrière cet algorithme pour la prévision du climat. Voilà, donc ça, c'est sur des choses... Alors, on imagine bien que... Bon, les systèmes sont tellement complexes, les équations, on sait, les équations qui sont liées autour de la météo, elles sont difficiles à résoudre. Et donc, on sait qu'il y a beaucoup de données aussi, satellitaires notamment, pas mal de capteurs. Donc, on se dit que c'est une situation un peu idéale pour y arriver.
Et donc on peut regarder un peu plus loin. Donc voilà, j'avais baptisé ça système complexe. Après, on peut se dire que nous aussi, en mécanique des sols ou en mécanique des roches, on fait des choses compliquées. Ça, c'est un petit dessin humoristique. Mais, alors, c'est publié chez le très sérieux New York Times, mais c'est pour dire que les physiciens des milieux granulaires, ils font des choses compliquées aussi, probablement peut-être plus compliquées que la physique fondamentale. Et si on veut mettre les argiles dans l'histoire, c'est probablement de ce côté aussi. Donc nous aussi, on peut dire qu'on fait des choses compliquées. Donc est-ce qu'on va pouvoir appliquer dans les applications qui nous intéressent ces algorithmes d'intelligence artificielle? Donc je vous mets deux exemples qui ne viennent pas d'ici, hein, donc des collègues d'Australie qui ont, alors c'est pour du dimensionnement thermique, hein, purement thermique, de pieux échangeurs de chaleur. Et l'idée, c'est d'avoir un petit outil qui détermine très rapidement la performance énergétique d'un système échangeur de chaleur, notamment dans le cas des pieux. Donc les collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font tourner comme sol, donc un logiciel élément fini avec le maximum de détails possible en 3D, donc le sol environnant, le pieu, les tubes échangeurs de chaleur avec le matériau du tube et le fluide caloporteur à l'intérieur des tubes, donc avec des calculs côté mécanique, plus côté mécanique des fluides aussi. Donc des calculs qui durent plusieurs heures à chaque fois. Ils ont fait tourner, ils ont produit une base de données, et sur cette base de données-là, ils ont fait tourner des algorithmes de réseaux de neurones pour que les algos puissent apprendre de cette base de données synthétique et prédire les températures de sortie du fluide en fonction de la géométrie et de la sollicitation thermique du système. Vous avez dans la courbe qui est tracée la comparaison entre les prédictions du modèle de réseau de neurones et le vrai calcul, on va dire, et vous voyez que ça fonctionne très bien. La comparaison, c'est plusieurs heures de calcul pour les éléments finis, quelques secondes, 3-4 secondes, pour les réseaux de neurones. Donc ça, sur des données synthétiques. Ensuite, voilà, se pose la question de la physique réellement. Est-ce qu'on peut forcer, puisque ce que je vous ai montré juste avant, on fait un calcul basé sur des modèles, mais le réseau de neurones, il fait ce qu'il veut. Il y a des techniques pour forcer l'entraînement des réseaux de neurones, notamment, à satisfaire dans leur sortie des équations physiques, par exemple des conservations de la masse ou conservation de la chaleur, des choses comme ça. Et là, il y a un exemple qui est publié dans Landslide, où donc, on appelle ça alors c'est PINN, Physics Informed Neural Networks. Et donc l'idée, c'est de contraindre les réseaux à satisfaire la physique. Et ici, vous avez une application où l'idée, ça a été de modéliser, pareil, proprement, avec des calculs couplés thermo-hydromécaniques, des glissements de terrain, et de regarder l'évolution de la température au niveau de la base de la surface de glissement, du glissement, notamment le Vaillon. Il y a plusieurs publications qui ont démontré que si on prend correctement en compte l'augmentation de température, on peut modéliser l'évolution du glissement, et c'est le seul moyen de prendre en compte correctement le caractère catastrophique et les vitesses réelles qu'on a observées pendant l'effondrement, le glissement en question. Et donc voilà, sur cette base, avec des algorithmes de réseau de neurones contraints par la physique, on a des prédictions qui sont très bonnes par rapport à un calcul complètement couplé. Donc ça fonctionne assez bien aussi. Et si on regarde dans la littérature, alors vous avez, j'espère, ouais, si on voit assez bien, vous avez la requête que j'ai mise dans Scopus, donc une base de données de publications scientifiques. Donc j'ai cherché en gros géotechnique et tout ce qui est machine learning à côté. Et vous avez l'évolution des publications depuis plus de 30 ans, 40 ans. Vous voyez que, alors c'est pas tout neuf, c'est plutôt ancien. Les premiers algos de machine learning, ils datent de la fin des années 50, hein, pour être exact. Alors vous voyez deux tendances. Si on veut essayer de regarder par rapport au contexte, on voit ici, autour de 2009, l'explosion du deep learning, donc l'apprentissage profond, avec la puissance de calcul sur carte graphique, hein, ce qu'on appelle GPU, et puis une base de données qui s'appelle ImageNet, qui était une base de données d'images qui a beaucoup servi la reconnaissance, les applications de reconnaissance d'images en machine learning.
Et le deuxième, ici c'est, vous avez dû en entendre parler, ça fait un peu le tour des médias à l'époque, le moment où DeepMind, donc l'intelligence artificielle de Google, a battu au Go le champion du monde à l'époque. Donc voilà, je pense qu'il y a une espèce d'effet de mode dans l'appropriation de ces outils dans nos domaines aussi. C'est un peu un effet de curiosité, si vous voulez. Mais voilà. Alors, je passe un peu à la suite. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans le temps, mais vous me direz. Donc, cette révolution, évolution, je ne sais pas comment il faut l'appeler, elle est basée sur un changement quand même important sur... Enfin, c'était l'idée de la présentation, enfin, du graphique que j'ai fait juste avant. Des algorithmes qui sont beaucoup plus évolués, notamment l'apprentissage profond, combiné avec une puissance de calcul bien plus grande, et notamment les cartes graphiques, le calcul sur carte graphique, et des données qui ont tendance à être de plus en plus nombreuses. Beaucoup plus d'auscultation en phase travaux, en phase de service des ouvrages. Et donc la question, c'est de voir si ça peut profiter, ou si les géotechniciens peuvent profiter de cette tendance, en gardant comme objectif les points que je mets ici, dimensionnement des ouvrages qui reste évidemment le cœur du métier, mais on pourrait éventuellement penser à le rendre plus rapide et moins coûteux. Voilà, ça c'est l'objectif traditionnel, on va dire, mais il y a les questions de profiter de la donnée qui existe et pouvoir apprendre via la donnée directement. On peut faire le parallèle avec les approches empiriques qu'on utilise tous au quotidien dans nos dimensionnements. Et puis on a la question de pouvoir améliorer les systèmes d'alerte ou aller vers des outils de maintenance prédictive. Et le dernier point, c'est regarder les choses qui évoluent, notamment si on a plus de données, et des questions qui tournent autour de la résilience des ouvrages ou l'adaptation au changement climatique, par exemple. Alors oui, dans les points vraiment importants sur lesquels on voulait insister, il y a la question des données. Alors il y a deux grandes philosophies, si vous voulez, enfin ça dépend de par quel bout on prend le problème. Mais alors évidemment, l'idéal, c'est d'avoir accès à des données réelles. Mais la plupart du temps, on est très loin du compte par rapport à ce qu'il faut vraiment pour apprendre ou faire apprendre un système d'intelligence artificielle. Les quantités de données peuvent être importantes. Il y a un piège derrière ça aussi. Si on n'a pas suffisamment de données et qu'on essaye d'entraîner des réseaux ou des algorithmes qui sont très complexes avec beaucoup de paramètres, on a des soucis autour du surapprentissage. Et donc, il y a, comme alternative ou approche complémentaire, il y a la question de créer des données synthétiques en connaissant une modélisation, un modèle simple ou pas, du problème qui nous intéresse, et faire tourner ce modèle-là pour générer une base de données, et sur la base de cette base de données, apprendre des modèles de machine learning, par exemple. J'ai donné des exemples qui correspondaient à ça tout à l'heure. Voilà, donc alors je cite ici, alors le nom était déjà écrit, mais je cite ici la thèse de Tatiana. Je vous invite fortement à aller la consulter. Alors Tatiana qui est ici, mais la thèse aussi. Il y a eu un travail colossal sur la mise en place d'une méthodologie pour traiter proprement un jeu de données qui était quand même relativement important autour du creusement de plusieurs tronçons du Grand Paris. La mise en place d'une base de données, qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment on l'utilise. Voilà, donc des questions de méthodologie vraiment importantes. C'est au cœur du problème. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à regarder de ce côté-là. Je vais passer vite parce qu'on me dit que je suis en retard et je m'en doutais que ça allait arriver. Juste pour vous montrer un exemple d'application, c'est la question, une preuve de concept qu'on a développée dans la thèse de Tatiana. L'idée, c'est alors, évidemment, au début de la thèse, on avait accès à toutes les données. Le tunnel était fini quasiment, donc on avait accès à tout ça, mais on a fait comme si on était en train de creuser au tunnelier en temps réel, on va dire. Et donc, en arrangeant les données proprement et en considérant qu'il y a un délai entre le creusement et puis l'accès à la donnée, et notamment au tassement maximal post-creusement,
On a arrangé les données, voilà, schématiquement, vous avez la représentation ici. Et sur la base d'un apprentissage progressif, on arrive à montrer qu'au bout d'à peu près 5 mois et suffisamment de données, on est capable de prédire en avant du front, sur à peu près 150 mètres, les futurs tassements maximaux en fonction de la géologie, des paramètres du tunnelier, etc. Voilà, je me dépêche parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais j'ai presque fini sur ma partie. La deuxième thèse qui est en cours, hein, la soutenance est prévue pour bientôt quand même, c'est sur la base de données synthétiques. Le contexte, c'est le glissement de la clapière. On est parti d'un modèle qui a été développé et étalonné notamment par Ahmad Pouya. Et donc on a fait tourner ce modèle-là pour générer des séries statistiques temporelles. Et puis ensuite, on a testé ce modèle-là. Enfin, on l'a fait apprendre à un réseau de neurones. Alors, c'est LSTM, mais peu importe. C'est des réseaux qui marchent bien pour les séries temporelles. Et donc, à partir du modèle mécanique, physique et des données générées, on est capable de prédire l'évolution du glissement de terrain en fonction d'une distribution statistique des propriétés, évidemment, mais aussi de différents scénarios de pluviométrie. Et on voit que, vous avez un exemple ici d'illustration, qu'on est capable de prédire, avec 15 jours de prévision météo, les vitesses de glissement sur 15 jours, à partir du moment où on a su entraîner le modèle sur 180 jours de prévision, de données. Et donc là... Mince, oups, c'est parti trop vite. La slide de transition. Donc, on finit avec ces algorithmes-là avec des modèles. Et le modèle de la clapière dont je parlais à l'instant, le modèle météo dont j'ai parlé tout au début, ils génèrent de la donnée et au fur et à mesure de leur prédiction, ils s'appuient sur la donnée qu'ils viennent de générer pour continuer à en générer des nouvelles prédictions. Et ça ressemblait un peu à cette illustration d'une passerelle qui est imprimée au fur et à mesure par des robots et qui ont besoin de ce qu'ils sont en train de générer pour avancer. Et donc je laisse Lina parler des modèles. Bonjour à tous. Donc là maintenant, je vais vous parler des modèles de substitution. En quelques mots simples, ces modèles, ce sont des modèles à base d'outils d'intelligence artificielle qui sont entraînés par des données synthétiques, que ce soit par de la modélisation numérique ou des solutions analytiques. Ces modèles soulèvent souvent des interrogations. À chaque fois qu'on parle de ce type de modèle, j'entends des arguments tout à fait valables, je ne peux pas dire le contraire, qui disent que ce sont des modèles qui ne peuvent pas être plus performants que le modèle numérique qui a servi à créer les données pour l'entraînement, que ces modèles ils restent toujours limités à la gamme des valeurs, des paramètres qui ont servi pour l'entraînement, mais ça reste valable pour d'autres modèles sans que ce soit des substitutions. Et encore des arguments plus forts où on nous dit on n'apprend rien de plus. Et c'est là où j'aimerais citer Rudolf Glossop, quand il dit que si on ne sait pas ce qu'on recherche, on ne trouvera pas probablement de la valeur. Et c'est ça, tout se joue sur l'objectif. C'est quoi l'objectif d'utiliser ce type de modèle ou un autre type de modèle? En fait, à partir d'un cas d'exemple, je vais tout simplement souligner certains avantages de pourquoi ces modèles pourraient être pertinents en utilisation. Donc, ces cas, ça fait une partie des travaux de la thèse d'Alexis Dany et qui est développée ici à l'école, dirigée par Jean Soulem. Et en quelques mots de contexte, il faut savoir que quand on s'intéresse à l'analyse de l'interaction massive-support dans des terrains qui présentent de fortes déformations et où le soutènement est très rigide et placé près du front de taille, on est obligé de passer par des simulations 3D. Ces simulations sont très coûteuses en termes d'implémentation et de temps de calcul. Et c'est là où ces outils d'intelligence artificielle peuvent prêter une aide aux praticiens.
Donc, tout d'abord, pour commencer, on a choisi une base de données. C'est une base de données qui a été créée lors d'une ancienne thèse aussi ici à l'école, la thèse de Manuel de la Fuente. Cette base de données est assez intéressante parce qu'elle comporte une large gamme de paramètres qui caractérisent les massifs hauts, les supports et aussi il a pris en compte différents diamètres du tunnel. Il faut savoir que ces données, du coup, donc, ce sont des données qu'on maîtrise parce qu'elles ont été créées par des lois de comportement qu'on connaît bien et que sont des données qui ne sont pas bruitées. Donc ici, il y a un premier point. Ces données vont nous permettre d'aller tester et voir les avantages et désavantages d'une méthode ou d'une autre de machine learning. Okay? Donc, spécifiquement, pour la thèse d'Alec, qu'est-ce qu'on a fait? On va tester ces méthodes de réseaux de neurones à l'aide des méthodes d'ensemble. Et pourquoi on va passer par ces méthodes d'ensemble? Il faut savoir que quand on a des petits ensembles de données, ce qui est le cas pour la plupart des projets en géotechnique, ces modèles de machine learning, il peut produire une sorte d'apprentissage. C'est-à-dire, le modèle, il va aller essayer de se fixer excessivement à toutes les données et probablement, il ne sera pas très bon pour généraliser. Pour éviter ça, il y a différentes méthodes et une des méthodes est d'entraîner les modèles sur des petits échantillons et puis faire une prédiction sur la réponse de tout l'ensemble. Ça nous aide à réduire la variance et les biais du modèle et à améliorer cette généralisation. Et un deuxième point ici, du coup, c'est qu'une fois on aura entraîné les modèles, et on a nos sorties. Dans ces cas-ci, nos deux sorties, c'est tout simplement les déplacements et les contraintes du support à l'état d'équilibre. On peut obtenir ces résultats en quelques secondes. Donc, on peut gagner en temps et ça peut être d'une aide, vraiment une aide magique, disons, pour les praticiens, le fait de gagner du temps et pas devoir passer par la 3D. Et disons qu'Alec, il s'est permis de créer une petite application pour tester ces modèles. Donc, si vous voulez aller tester les modèles, il faut tout simplement suivre ces codes QR. Et un troisième point aussi intéressant, c'est que ces modèles, on peut les utiliser pour des applications d'analyse statistique où on a besoin de créer une grande quantité de simulations numériques. Mais maintenant qu'on a vu tout cet ensemble d'applications, j'aimerais revenir sur cette règle d'or qui a été établie il y a déjà plusieurs années pour la modélisation numérique, que le professeur Eberhard l'a rappelé lors du Congrès international de mécanique des roches cette année, et qu'effectivement, on devrait l'étendre pour l'application des outils de machine learning. Et c'est le fait que ces modèles ne devraient jamais être une boîte noire pour nous. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce qu'avec ces outils de machine learning, on arrive à avoir des modèles qui soient interprétables? Et là, en fait, pour nous, en tant qu'ingénieurs, on serait plus confortable avec des modèles interprétables parce que dans la pratique, derrière, il y a la responsabilité de la décision de conception. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls, qu'il y a plusieurs domaines qui se posent cette même question. Et du coup, récemment, il y a un mouvement qui s'est mis en place pour tout d'abord mettre en valeur les modèles déjà existants qui peuvent être interprétables et aussi pour essayer d'expliquer ceux qui ne le sont pas. Et ici, j'aimerais souligner cet article qui a été publié cette année et qui fait vraiment une très bonne différence entre ces deux termes. Un modèle interprétable, c'est celui qui nous permet de comprendre comment il marche. Par contre, pour ceux qui n'arrivent pas à bien expliquer comment il marche, dans ces cas-là, on va essayer d'expliquer ce que les modèles essayent de nous dire. À titre d'exemple, je vais vous montrer une application des choses qu'on développe ici au labo sur une famille de modèles interprétables. Donc, la programmation génétique à l'aide de la régression symbolique, tout simplement, elle cherche à identifier une expression mathématique qui va nous donner une relation entre les données d'entrée et les données de sortie. Cette fonction doit être le plus simple possible. Elle doit très bien décrire les données qu'on a données pour l'entraînement. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'impose pas une structure de la fonction au préalable. Donc, il va aller chercher les structures de ces fonctions et également les paramètres qui sont les plus pertinents pour faire la prédiction. À titre d'exemple, donc, je vous ai mis ici les résultats qu'on a obtenus en testant ces modèles avec les mêmes bases de données que je vous ai montrées précédemment. Et on voit bien que si l'on teste avec des gammes de paramètres
totalement arbitraire. On a choisi des paramètres que le modèle n'a pas connus pour l'entraînement. On arrive quand même à avoir de très bonnes prévisions du déplacement et de la contrainte dans les supports et à l'état d'équilibre. Ces approches aussi, il peut servir à d'autres applications. Ici, voilà, je vous montre aussi une autre application qu'on développe ici. C'est par rapport au suivi des mesures de convergence in situ. En fait, ces modèles, ils vont nous permettre de créer cette relation en fonction des données qu'on récupère au fur et à mesure de l'excavation et d'essayer de prédire ce qui va se passer dans les jours à venir. Cet outil pourrait être une aide additionnelle à la méthode observationnelle. Et il faut savoir ici, par exemple, je vous montre un cas où on voit l'anisotropie de convergence. Donc, on peut bien prendre en compte l'effet de l'anisotropie. Et comme vous pouvez voir, au fur et à mesure que j'ai plus de données, j'arrive à mieux faire mes prévisions dans le temps. Donc, c'est un modèle qui peut rester dynamique. Voilà. Donc, pour boucler la présentation rapidement, quelques points clés qu'on aimerait souligner. Tout d'abord, c'est profiter de la richesse de la donnée. Mais comment on peut profiter de la richesse de la donnée dans un domaine où on n'en a pas assez? Et je pense que là, je suis d'accord avec ce que dit Fu et Shin dans leur papier de 2021. Et la question, ce n'est pas de se poser combien de données on a besoin pour qu'un modèle soit performant. La question que l'ingénieur doit se poser, c'est la précision que me donne ce modèle, est-ce que c'est acceptable en fonction de la base de données que j'ai? Et si elle n'est pas acceptable à ce moment, moi, en tant qu'ingénieur, je vais me dire, c'est quoi les mesures à prendre? Le deuxième point, c'est effectivement, ce sont des approches qui sont là pour nous aider à la réflexion et à la prise de décision, mais jamais pour remplacer les critères d'ingénieur. Et là, j'aimerais faire l'analogie avec la conception empirique, qui est tout simplement une collection d'expériences et d'observations qui ont été faites sur des pratiques passées pour prédire un comportement futur, toujours en gardant à l'esprit que ce sont des limités, donc limités sur la gamme de conditions sur lesquelles il a été recréé. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle. Et finalement, dans ce moment d'éclosion, mais qui est dans notre domaine, on est tout au début du chemin, c'est juste le moment de se poser les questions et de recenser les différentes méthodes existantes, d'analyser ses avantages, désavantages et de se permettre d'explorer et voir les opportunités que ces domaines peuvent offrir dans les nôtres. Quelques perspectives pour la suite. Donc, tout d'abord, on aimerait souligner ce concept de data-centric. En fait, il se concentre à mettre la donnée dans le cœur du plan d'action, tout en sachant que notre donnée est très bien décrite par cet acronyme MUSIC3X. On a une donnée qui est multivariée, une donnée qui est incertaine, incomplète, bruitée, qu'elle a des variations spatiales. Okay? Mais comment on peut valoriser ces données? Donc là, il faudra se poser des questions. Est-ce qu'on peut profiter des expériences dans d'autres sites pour enrichir notre projet? Si c'est le cas, comment on peut partager ces données? Comment on peut fédérer le partage de ces connaissances? Et là, effectivement, il commence à émerger aussi un mouvement de l'open data. Et ici, en France, on a par exemple l'exemple du BRGM qui met à disposition déjà des données géologiques et environnementales. Un deuxième point qui se relie à ce premier, c'est que c'est dès maintenant qu'il faut qu'on commence à réfléchir sur comment faire une IA frugale. Et pareil, je reviens sur les données. Il faut que nous, en tant que praticiens, on se pose la question, comment on va récupérer ces données? Est-ce qu'on sera capable de les mettre toutes dans les mêmes sources? Comment on va les stocker et les partager? Et finalement, une question que je pense que plusieurs d'entre nous s'est déjà posée dans la salle, c'est comment introduire ces nouvelles approches dans la formation de futurs ingénieurs, la pratique en industrie, sans perdre le savoir-faire et l'expertise de nos ingénieurs. Et là, je pense que nous, en tant que société savante, nous avons un rôle à jouer. Nous pouvons ouvrir des espaces de discussion pour essayer d'avancer la réflexion sur cet axe-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous.